À l'époque où petite ville rime encore avec sécurité, la vallée rurale de Lewis Clark plonge dans la terreur. De 1979 à 1982, 5 jeunes gens disparaissent dans la région. Puis des corps commencent à refaire surface et la police craint d'avoir affaire à un tueur en série. Les enfants ne vont plus à l'école tout seuls et ne jouent plus dans la rue après la tombée de la nuit. C'est l'innocence de toute une communauté qui a été dérobée. Aujourd'hui, l'enquêtrice Jackie Nichols se penche sur l'affaire et elle est déterminée à obtenir justice. 5 victimes, 3 enquêtes non résolues, une dernière chance de justice. Vous écoutez La Vallée meurtrière, épisode 3, première partie. Qu'est-ce qui vous frappe le plus à propos de ces affaires? D'après vous, quelqu'un s'en est tiré avec un meurtre? Bien sûr que quelqu'un s'en est tiré avec un meurtre. Sandra Lee, ex-journaliste au Lewiston Tribune. On a 3 corps et 2 personnes disparues depuis 35 et 37 ans. Quelqu'un est forcément responsable de ces morts et de ces disparitions. En 1979, Christina White disparaît. Une fillette ne disparaît pas sans laisser de traces. En 1981, Christine David est victime de meurtre. Puis en 1981, le corps charcuté retrouvé dans la rivière. Un an plus tard, Brandy Miller, Christina Nelson et Steven Pearsall disparaissent. 3 meurtres sans le moindre indice. Celui qui a fait ça était drôlement doué en la matière. Cette même personne, le principal suspect selon moi, Carlene White, sœur de Christina White. était toujours dans les environs, juste là, depuis le début. J'ignore si la police a cru, parce qu'il faisait partie du décor, qu'il n'était pas suspect, que ce n'était pas lui, car ça aurait été trop évident. Ce n'est pas un hasard qu'il soit impliqué dans toutes ces affaires. Rhonda Albright, sœur de Steven Pearsall. Chaque fois, on sait qu'il était dans les environs, sur place ou en contact avec les victimes. Il est toujours libre. Dina Nelson, cousine de Christina Nelson. Il marche librement dans les rues. Et je prie pour qu'il ne fasse pas d'autres victimes. Il a eu de la chance jusqu'à maintenant. Le FBI a profilé le présumé responsable des homicides du théâtre communautaire. Il a dressé une liste de 15 caractéristiques. Sur les 15, notre personne d'intérêt en avait au moins 10. Pour moi, on tenait notre suspect. Je trouve ça très éclairant. Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assotine. D'entendre le ton et l'inflexion de sa voix. Je ne l'avais pas écouté depuis quelque temps. Et ça change la perspective d'entendre sa voix plutôt que de lire ses mots sur papier. Jusqu'à quelle heure avez-vous travaillé? Steve est parti et je suis resté plus tard. Puis j'ai bu quelques bières au Red Baron. Vous étiez avec quelqu'un là-bas? Non, je regardais un film. Il a fini à 23h. Il dit que le film a fini à 23h, pour préciser l'heure. Mais on a su plus tard que le film avait duré plus longtemps. Jusqu'à minuit, en fait. Ce qui contredit sa version. Vous avez marché jusqu'au Red Baron? Non, je conduis. Quel type de véhicule? Une Camaro. Quelle année et quelle couleur? Couleur or, 1972. Et ensuite? J'avais encore du travail et je suis retourné au théâtre. La copine de Steven l'a déposé à minuit, on en est sûr.
Et le film du suspect ne s'est pas terminé à 23h, mais à minuit. Donc s'il l'a regardé jusqu'au bout... Il n'est pas retourné au théâtre avant minuit. Oui. Juste avant que Steve arrive. Oui. On doute sérieusement que le principal suspect n'ait ni vu, ni entendu, ni les deux filles, ni Steve au théâtre ce soir-là. Donald Schoeffler, ex-enquêteur au service de police de Lewiston. C'est tout simplement impossible. Il aurait entendu le téléphone sonner, mais n'aurait pas répondu, comme s'il essayait de démonter la preuve. C'était sans doute sa femme qui tentait de le joindre. Peut-être. Ou quand il est rentré, elle a dit « Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. » Et ensuite? Je me suis étendu et endormi. Combien de temps avez-vous dormi? Je me suis réveillé vers 5 heures, un peu après 5 heures. J'ai vu l'heure et j'ai appelé ma femme pour ne pas qu'elle s'inquiète. On avale difficilement la partie de l'histoire où il se serait endormi au théâtre, sans rien voir ni entendre, et serait rentré chez lui à l'aube. Sa femme a dit que ça ne lui était jamais arrivé avant, depuis qu'ils étaient ensemble ou mariés. Puis, en route vers chez lui, il a réalisé que sa femme serait déjà partie avant qu'il arrive. Donc il a fait demi-tour Pour retourner au théâtre. Ce qui expliquerait qu'on l'ait vu arriver au théâtre vers 5 heures du matin. Peut-être pour vérifier qu'il avait tout nettoyé. Il y a beaucoup de contradictions. Ça ne colle pas. Pourquoi? Pourquoi tous ces mensonges? Je crois que je vais aller sur place pour faire le trajet et dresser ma propre ligne du temps pour voir combien de temps il faut pour aller du point A au point B. Ça pourrait aider. Oui. Je crois que ça me donnera une meilleure idée de la réalité par rapport à ce conte de fées. Vous m'avez dit que la vérité aujourd'hui. Oui, d'après ce que je sais. Dans ce cas, pourquoi refusez-vous le polygraphe? Je doute que ce soit dans mon intérêt. On vous suspecte d'un double meurtre, et vous doutez que ce soit dans votre intérêt si vous êtes innocent? C'est tentant, mais je vais m'abstenir. Êtes-vous impliqué dans la disparition de Christina Nelson? Non. Êtes-vous impliqué dans la disparition de Brandy Miller? Non plus. Êtes-vous impliqué dans la disparition de Steven Pearsall? Non plus. Avez-vous vu Brandy et Chris en ville en sortant du Red Baron? Non. Quand vous êtes retourné au théâtre, avez-vous vu Brandy et Chris parler avec Steve? Non, je n'ai vu personne au théâtre. Quand on se penche sur les déclarations de la personne d'intérêt à la police, Bradley Garrett, ex-profiler du FBI. Que l'on constate le degré d'incohérence, tout porte à croire, à mon avis, que c'est inventé. Oui, il est sorti ce soir-là. Et oui, il était au théâtre. Mais son histoire est si compliquée qu'à mon avis, il ne dit pas la vérité. Aujourd'hui, je vais faire la route à pied. Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assotine. Pour reconstituer le trajet que les filles auraient pu emprunter ce soir-là. Je veux voir où elles étaient vulnérables et où elles ne l'étaient pas, du moins du point de vue du suspect. J'ai noté la chronologie et je l'ai emmenée avec moi pour donner un sens à la version du suspect, à celle des témoins, et comprendre les contradictions et les incohérences. Que s'est-il passé? Il y a des blancs, notamment le moment où les filles ont disparu. Je suis presque certaine que leur histoire s'est finie ici, au théâtre. Mais je vais partir de chez Brandy Miller sur la 6e avenue, à quelques pâtés de maison. On croit que les filles ont marché vers le centre-ville, qu'elles sont passées près du théâtre et que le suspect les a attirées à l'intérieur.
Alors, je voulais savoir si ça avait du sens de marcher de chez Brandy à chez Christina et par où elle serait passée pour aller en ville. J'avais toujours cru que les filles étaient passées devant le théâtre en allant en ville. Mais je réalise que ça n'aurait eu aucun sens, car il aurait fallu longer la 6e avenue et faire tout ce détour. Faire le trajet donne un autre point de vue. J'aurais pu me contenter de la carte. Mais en marchant, je comprends mieux le temps que ça prenait. Marcher de chez Brandy à chez Christina, puis jusqu'ici, a été très rapide. C'est dans ce stationnement que se trouvait le Red Baron. À en croire le suspect, il est arrivé là entre 21h et 21h30. Il était donc là quand les filles sont passées par ici. L'immeuble de santé publique et l'ancien supermarché. Ils sont pratiquement l'un en face de l'autre. Je crois que le suspect les a rencontrés par ici. J'ai fait le trajet et examiné les options. J'en conclus qu'elles ont sans doute fait le même trajet que moi pour aller au supermarché. Et qu'elles seraient donc passées devant le Red Baron. On sait que le suspect était aussi dans les environs. Il prenait peut-être une bière, il les a vus passer, il les connaissait et il a vu l'occasion. Ou il les a croisés en voiture, a offert de les ramener et les a attirés au théâtre. Elles lui faisaient confiance et elles l'ont suivi. Et ce fut une erreur fatale. J'ai réalisé quelque chose récemment, depuis la condamnation du théâtre. J'ai remarqué, en voyant mieux ces fenêtres, qu'elles étaient très grandes et près du sol. Elles ne sont pas très visibles. Bref, si quelqu'un avait voulu charger des corps depuis le théâtre, ça aurait été l'endroit idéal. Le suspect a dit qu'il avait conduit sa voiture derrière le théâtre pour charger des outils plus facilement. Je crois qu'il tentait d'expliquer la version de témoins potentiels qui auraient vu la voiture se déplacer jusque derrière le théâtre vers minuit ce soir-là. Il conduisait une Camaro or. Je serais curieuse d'examiner l'intérieur et le coffre de cette voiture. On trouverait peut-être encore des preuves, grâce au progrès et à l'ADN, si on ratissait la voiture pour trouver des indices reliant le suspect à ces crimes. On peut toujours spéculer, mais les hypothèses ne mènent nulle part en cours. Il nous faut des faits et des preuves. Près de 40 ans après les meurtres du théâtre, l'enquêtrice Nichols trouve la Camaro or du suspect dans l'affaire. Bonjour, Sean? Oui. Jackie Nichols. Enchanté. Pareillement. Je suis là pour la Camaro. Vous permettez? Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est très apprécié. C'est embêtant, car c'est une superbe voiture, très bien conservée et dont on a visiblement pris grand soin. Mais elle a peut-être servi à un horrible crime.
Elle est dans son garage depuis qu'il en a hérité d'un proche, qui la gardait dans un garage. Bref, elle n'a pratiquement pas servi depuis. Pas roulé, ni servi à personne. Si on trouvait quelque chose dans cette voiture, une preuve matérielle reliant Brandy Miller ou Christina Nelson à notre personne d'intérêt, par exemple des traces d'ADN dans sa voiture, ce serait une énorme percée. Car c'était sa voiture, et elles n'y sont soi-disant jamais montées. Alan Johnson a examiné le véhicule dans les années 90, mais on n'avait pas les tests d'ADN à l'époque. Alors je vais refaire le test du luminol pour voir les taches et les écouvillonner. C'est de la lumière ultraviolette qui montre les fluides corporels. Je ne vois pas de sang. Je ne m'intéresse pas aux taches orangées. Ce sont des traces de rouille. Mais il y a des taches plus claires, comme de la peinture en aérosol. Voyons voir. Il y a un cheveu. Trouver un cheveu lié à ce crime serait assez improbable. On ne sait jamais. En pratique, c'est encore une scène de crime. La voiture pourrait contenir des preuves de milliards de choses. Mais elle pourrait aussi contenir des preuves du crime qui nous intéresse dans cette affaire. J'ai l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais c'est la nature de ce travail. Je garde espoir, car on continue de résoudre de très vieux crimes. Et j'aimerais pouvoir en dire autant d'une de nos enquêtes. Vous venez d'écouter La Vallée meurtrière. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Vallée meurtrière est un podcast coproduit par Initial Studio, Pixcom Productions et Saloon Media, adapté de la série documentaire audiovisuelle Cold Valley, coproduite par Pixcom Productions et Saloon Media, distribuée par Blue Ant et écrite et réalisée par Paul Kilbach. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Victor Benamou. Avec la voix d'Alix Martineau.